à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne. Une chronique taraborienne au cours de laquelle nous allons nous intéresser à la mer des griffes, un supplément pour le jeu de rôle Warhammer Fantasy, des aventures sombres et périlleuses sur les mers. Alors, on a un volume, autant le dire tout de suite, toujours aussi beau, toujours avec la qualité de maquette que l'on connaît. 156 pages, ça fait partie des gros suppléments, ce que j'appellerais, ils sont assez gros, il y en a des moins gros qui font à peu près la moitié. Toujours vernis sélectif sur la pochette, un jeu n'étant pas, on connaît la qualité de la collection. Une superbe page d'entrée pour carte pour le MJ, avec le nom des contrées qu'on va visiter. Et puis vous avez la même éventuellement à donner aux joueurs. Voilà, avant qu'ils réussissent leur test d'orientation, de cartographie, etc., pour savoir où ils se trouvent. Alors, dans ce volume, qu'est-ce que ce volume nous propose en fait? Alors, ce volume va être vraiment intéressant pour pouvoir faire jouer des aventures sur la mer des Griffes, donc, qui est en fait ce bras de mer, je vous le remonte un peu plus près, qui sépare la Norska de l'Empire et de la Bretonie. La Bretonie étant au sud-ouest. Alors, on va regarder un petit peu par le détail, et puis après je vous donnerai, on va faire un tour complet comme ça de ce qui est traité dans l'ouvrage, et après je vous donnerai mon avis global. Alors on a une introduction, la mer des Griffes, et puis après, dans toute la toute première partie, on va en fait visiter toute la côte. Voilà, on va passer en relief toute la côte, avec parfois des villes, parfois des enclaves. Voilà. Alors on commence par une présentation générale sur la mer des Griffes. Puis nous avons une chronologie qui part d'environ moins 5600 pour arriver jusqu'en 2512. Je vous lis la dernière entrée, la première et la dernière, ça va être marrant. Effondrement des portails polaires, le chaos déferle sur le monde. 2512, le Norland regagne son statut de province électorale et Théodoric Gosser devient son électeur. Il jure de se montrer digne de la foi que l'empereur a placée en lui, parrainant la construction d'une nouvelle flotte. On va également voir, ça va être tout l'enjeu de ce livre, un petit peu de montrer quels sont justement les enjeux des flottes et de la conquête des mers. Alors, on attaque avec, alors je vous montre quand même comment c'est fait à chaque fois, la Bretonie et le Westland. Voilà, la côte bretonienne, les marches de la couronne, l'Anguille, le Grand Phare, puis le Westland, Marienburg. Alors c'est assez succinct, on parle de la politique de la cité, un peu le commerce, la cathédrale, la fraternité des marins et des pilotes. Mais bon, ils ont prévu, je crois, un supplément, donc ils ne s'étendent pas trop. Vous avez à chaque fois, comme c'est le cas pour ceux qui connaissent la série de livres, des petits hameçons, les trucs marrons. Ces petits encarts sont des pistes de scénario. Et je dois dire qu'une fois de plus, ça fonctionne super bien en termes d'immersion et d'idées pour broder les choses. Le collège du baron Wendrick, la magie des mers, avec des domaine des cieux, domaine de la vie, et à chaque fois des bénédictions qu'on peut utiliser, des bénédictions ou des sorts ou des invocations. Un petit paragraphe sur les elfes sur la mer des Griffes. On continue avec la côte du Norland, la marine impériale. Donc là, il y a une mine de renseignements, son histoire, ses traditions. Voilà. Ludolf, le jeune comme mécène. Il y a des PNJ qui interviennent, je vous en montre un. Seigneur des mers impériales. Avec à chaque fois ses stats blocs. Son petit historique, comment on peut le faire intervenir comme étant par exemple un patron pour les joueurs. Dieterschaffen, qui est une ville qui a abrité des navires de commerce et des bateaux de pêche, récemment connu un essor fulgurant, devenu le port maritime le plus important de la côte de l'Empire.
Voilà, avec quelques tavernes, voilà, le cimetière des bateaux, Neuss-Elmasrank, une autre ville, le Norden, avec une super petite carte là. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà, très intéressant. Super bien fait. Donc le Norden, la côte de l'Ostland, Salkalten, Schönfeld, le pays des trolls, très intéressant, très belle illustration. Voilà, les illustrations, moi je les trouve plutôt pas mal. Cheminement et et là je tombe sur une qui est pas bien justement, juste à côté de celle que je vous ai montrée. J'aime bien aussi les espèces de dessins comme ça en noir à l'encre de Chine. Le troll, vous voyez, là je pense qu'il est bien menaçant comme il faut. Donc pareil, toujours des idées d'aventure. Kraka Ravensvak, je ne sais pas comment ça se prononce, compliqué. Filon, les filons des mines. La marine de Kraka. Voilà, toujours du PNJ, Skaldor, le ravageur, le Carson. La côte des Skellings, les pillards norse, les Norse et la piraterie. Voilà, avec les fameux Landspeakers. Un Holg Blodsald. C'est un Skelling, champion béni par les dieux. À l'âge de 19 ans, il s'est déjà élevé au rang de capitaine de navire. Pour ceux qui ne connaissent pas les coutumes des Norse, il semble sinistre, mais apparemment moins imposant que les carrures droites et musclées de ceux qu'il commande. À cause de sa bénédiction divine, la mutation buveur de saumure, son corps est trapu, boursouflé, incrusté de sel. Les personnages Norse. Alors ça, ce serait si vous décidez de mener une campagne par là-bas et que vous vouliez que certains joueurs, qu'il y ait du mélange. Alors voilà, vous avez les tables, la table, des carrières, les classes et les carrières, citadins, côtiers, etc. Pour les Norse. Alors ils ont rajouté, on va le voir plus tard, les côtiers. Ou à l'inverse, si vous voulez faire des Norse, dans Obersreich par exemple, pour jouer des gens loin de leur terre, ça peut être très intéressant en matière d'enjeu et de roleplay. La côte des Björnlings et le chaos, Skold, voilà. Et puis après, on arrive un petit peu, le livre commence à tourner doucement vers sa deuxième, sa deuxième spécificité, à savoir, c'est aussi un ouvrage de règles. Donc là, il y avait déjà eu quelques PNJ, quelques créatures. Et là, on continue. Donc les classes de côtiers, artilleurs de navire, chansonniers. Alors on va les voir. Voilà, vous avez l'artilleur de navire qui fait fonctionner les canons à poudre noire. Voilà, sur les vaisseaux. Très joli dessin. Le chansonnier, pour aider les hommes à la manœuvre. Le marin de base, qui peut finir quartier-maître. Le naufrageur, le notonnier, l'officier, qui peut finir amiral, hors 5, et puis le prêtre de Mannan. Vous savez que Mannan est la divinité des mers, donc le prêtre de Mannan, le ratisseur des plages. Voilà, c'est des gens très astucieux, ils trouvent la majeure partie de ce dont ils ont besoin pour survivre par la providence de Mannan, des épaves, des débris, voilà. Ça, bon, on peut les jouer, moi je pense que ça c'est une bonne place aussi pour du PNJ. Vous voyez, en le lisant, j'avais plein d'idées de personnes, de PNJ intéressants que les joueurs pourraient croiser. Et puis on en vient au culte de Mannan, avec les hauts faits de Mannan, un petit peu d'historique, histoire du culte, les personnalités du culte, donc encore une fois une mine d'or pour les PNJ, pour animer vos parties, les grands centres du culte, la cathédrale de Mannan à Marienburg, Zélote et étrangeté, les miracles de Mannan qui viennent s'ajouter au supplément qui va sortir bientôt en français sur les vents divins, le culte de Stromfell, l'adoration proscrite et sanglante des dieux des prédateurs,
Les cultistes de Stromfeld se rassemblent là où la violence de la mer rencontre la violence des gens. Ces fidèles sont des pirates, des pillards ou des naufrageurs. Ils respectent l'océan par peur et croient au principe de prendre tout ce qu'ils veulent, car eux aussi devraient être craints. Les personnes de ce type honorent le meurtre rapide et le raid audacieux. Ça en dit long. Les relations avec les gens du Manal, leurs relations avec le chaos, les commandements. Le commandement étant des espèces de préceptes que les adorateurs doivent suivre, c'est-à-dire ne jamais faire de prisonniers, rechercher et exercer le pouvoir comme fin en soi. Le pouvoir doit être institué par la force physique, envoyer un sacrifice au changement de marée. Et les pénitences, les prêtres de Stromfeld. Oh, il y a encore une super IU. Ah, qu'est-ce que ce jeu est bon au niveau des IU, franchement. Bon, moi, je peux regarder ça pendant 1 heure, j'ai plein d'idées déjà qui me viennent en tête. Et comme pour Manan, les miracles. Alors les prêtres, on vous dit que je crois que vous pouvez pas choisir. Vous ne pouvez pas prendre le prêtre de Stromfeld comme première carrière et vous ne pouvez choisir cette carrière qu'une fois que vous avez complété le premier niveau d'une carrière de combattant. Ce sont donc des prêtres combattants. Vient ensuite le chapitre qu'on attendait tous, même si on a un peu dans le morceau l'oreille, que j'aurai l'occasion d'en reparler, des choses qui vont dans ce sens. Les navires et la construction navale. Alors là, on va avoir non seulement, oh superbe crayonné, non seulement des exemples de bateaux, avec leurs caractéristiques, leurs tonnage, etc. Mais ça va, voilà, on a tout un chapitre sur comment construire un navire. Donc le navire, il a des traits, renforcé, robuste, peu maniable, solide. On peut choisir des améliorations, un bélier, un blindage, voilà, des cabines, figures de proue, éventuellement une propulsion à vapeur, des ralentissements, pièces d'artillerie qu'on peut mettre dessus, avec les tables correspondantes, les nouveaux atouts et défauts des armes. Alors oui, c'est les tirs de zone pour les armes d'équipe. Les armes d'équipe, c'est donc des armes qu'on va considérer tout le côté d'un navire qui va lâcher ses canons. Voilà. La plupart des armes ont un équipage de 2, 3 ou 4 personnes. L'équipage est réuni pour une arme est souvent plus nombreux, mais les membres supplémentaires n'ont aucun impact sur l'efficacité de l'arme elle-même. En revanche, ils peuvent aider à la déplacer ou à compenser les pertes en plein milieu d'un combat. Voilà. Puis ensuite, un chapitre sur la navigation maritime. Vous voyez, on en a pour notre grade. Les petits navires sur l'océan, les progressions, la vitesse, les manœuvres, forcer le rythme, etc. La météo, donc l'incidence bien sûr surtout sur les vents, et puis éventuellement les grains et les tempêtes. L'orientation. La course-poursuite pour les bateaux, avec des règles assez bien faites. Je les ai lues, ça m'a semblé logique. Les collisions, qu'est-ce qui se passe en termes de collision quand voilà. Les différents périls qu'on peut rencontrer en mer, c'est échouer, les icebergs, les débris marins, les rochers, les débats-fonds, les détroits, les tourbillons. Petit dessin, ma foi sympathique, du bateau pris dans le tourbillon, avec donc divers types de tourbillons, des tables, les caractéristiques du tourbillon, ce que ça va entraîner pour le bateau, infliger des dégâts au navire, réparer les navires, critique sur un navire, alors les tables de critique, blessure critique sur le gréement, je lis, hein. Faisons 3 vergues détachées. L'une des vergues s'est détachée de son mât et pend mollement, retenu par les cordages. Le mouvement du navire grâce à sa voile est divisé par 2 et les tests de voile subissent -1 DR. Si un personnage se trouve dans le gréement, il doit réussir un test d'athlétisme accessible +20 sous peine de tomber. Réparation, test étendu de voile, accessible +20 pour un total de 30 DR. Le temps de réparation, avant que vous ayez une marge, hein, les dégâts, c'est les degrés de réussite, avant que vous ayez une marge de 30 degrés de réussite, waouh, ça va fort. Je rappelle que les DR se calculent en comparant la dizaine de votre résultat de descente avec votre caractéristique. Exemple, vous avez 64 et vous faites 41, il y a une différence de 2, vous avez un DR de 2. Navigation à bord des grands vaisseaux, alors là c'est très intéressant, les tests d'équipage, le moral, hein, tout ce qui peut influer sur le moral, les provisions, employer des mercenaires, les longs voyages,
Donc voilà, avec même... ah, c'était une table qu'on trouvait dans l'appel, vous savez, pour relier deux villes. Par exemple, Erengrad à Marienburg, 1200. Alors, je sais pas c'est quoi, si c'est des milles nautiques. Euh, Ça doit être des milles nautiques, je pense. Euh, voilà. Il faudrait chercher dans le détail. Je l'ai lu, ça m'est sorti de la tête. Des événements qui peuvent arriver en mer, tout un tas de tableaux des événements de bord. Voilà. Tableau des événements d'escale dans un port. L'activité en mer, le commerce maritime, générer les cargaisons disponibles, index des ports sur le pourtour de la mer des Griffes, une table où on vous dit à chaque fois, alors par exemple on a Altdorf, voilà, dirigeant en Forcal France, euh, production commerce, produits de luxe, céramique plus 1, céréales, produits de luxe, voilà, etc. Vous avez un petit peu toute l'intendance. On a ensuite un beau petit bestiaire, il n'est pas très gros, mais il est assez intéressant, il est spécifique aux créatures qu'on peut trouver donc, dans la mer, des éléments de mer, un gargantuan, le caribde, le virme des mers, la sirène bleue, l'hydre d'os, la sangsue des abysses, le léviathan phare et le léviathan noir, le triton, et puis on a du PNJ, Captain Jagorod, corsaire de Sartosa, hein. Il donne envie aussi, toujours très beau, c'est crayonné, avec son crochet et son œil. Ah, il est chargé. Le crochet à la main gauche et l'œil gauche également crevé apparemment. Long Silver, hein, on voit l'allusion. Voilà, qui ressemble un peu au capitaine, je ne sais plus comment, en Pirates des Caraïbes. Ouais, celui qui a la barbe. Alors, voilà. Je sais plus, c'est un personnage assez important. Et puis Wulfric, champion des Sarles. Donc ça c'est un nain sur les mers. Alors ils insistent sur le fait de... Et enfin, un Skaven. Vrisk gratte le fer, archi-seigneur des mers du clan Scorbut. Voilà. Et on arrive à la fin avec un sommaire, un deuxième sommaire. Alors, que dire de cet ouvrage? Voilà, je vous ai fait faire le tour assez rapidement. Il faut creuser. Que dire de cet ouvrage? En fait, moi je l'ai trouvé assez bon, un peu dans la veine de pas mal de choses que j'ai lues dans la gamme. Là, vous avez tout pour faire jouer, voilà, du côté de la Norska. Donc vous pouvez quasiment monter une campagne avec ça, monter une campagne en Norska, ou alors aller en Norska à un moment de votre campagne, voilà. Très bien fait. Également, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le côté possibilité de jouer sur des bateaux. Il y a pas mal de gestion. C'est plutôt pas mal. Je me rappelle, je cherche dans mes souvenirs, à l'époque, j'avais lu la campagne de Pathfinder, Skull and Shackles, voilà, ça me revient, qui était sur les corsaires. Et il y avait également plein de règles, ils avaient fait des règles. Je pense que on voit, là, ça permet de voir un peu je dirais pas la supériorité du système des 100 de Warhammer, mais du coup c'est plus facile pour les tables que de système des 20. Je trouve que ça fonctionne mieux, les tables d'événements, les tables de trucs. Voilà, ça me semble beaucoup plus clair et beaucoup plus facile à tweaker des trucs en ayant un poste. Parce que là aussi, dans le Pathfinder, vous pouviez être vigie, capitaine, etc. Vous aviez des jets à faire. Là, ça me semble plus clair, toujours dans la même logique. Ça me rappelle un peu dans la manière de fonctionner Rollmaster, où en fait, il y a plein de jets différents, mais c'est toujours le même type de jet. En l'occurrence ici, indécent, sous la compétence, avec des bonus circonstanciés ou des bonus de matériel, etc. Mais il n'y a pas à chercher midi à 14h, c'est toujours le même jet, comme ça, il n'y a pas un des 12, un des 20, un des 8, voilà. Donc pour moi, c'est du très bon. Je pense que ça ouvre aussi un petit peu des perspectives pour la 5e édition, à savoir, on va pouvoir faire en sorte que les personnages voyagent ou que d'autres endroits soient visités. Il y a une campagne qui est prévue, alors j'ai appris entre deux, je me suis un peu renseigné sur la 5e édition en anglais, je sais qu'il y a une campagne qui est prévue
pour aller avec la cinquième. Voilà, certainement qu'elle va sortir en même temps que l'ouvrage de la cinquième, qui est une 4.5, hein, je vous l'avais dit, rassurez-vous, voilà, vous pouvez garder tous les volumes, enfin ils ont garanti que tous les volumes de supplément continueraient à ne pas être, enfin ne deviennent pas obsolètes. Du coup, ce qui me fait dire que du coup, ils vont pouvoir s'intéresser à d'autres choses. Voilà, et c'est ce que disait aussi la vidéo que j'ai vue, c'est que du coup, ils vont pas refaire un supplément sur la mer des Griffes. Hein, quand on jouera même à la version 5, enfin à la 4.5, si vous voulez faire jouer une campagne dans la mer des Griffes, vous prendrez cet ouvrage, il sera parfait. Voilà, ça veut dire qu'ils ne vont pas trop retoucher les stat blocks. Bon, j'ai hâte, hein, je ne vous cache pas que je suis vraiment dans les starting pour que les choses arrivent. Je continue à me relancer dans la quatrième parce qu'il me manque encore quelques volumes et puis à vous faire des vidéos pour vous la présenter, sachant donc que la quatrième marchera aussi avec la 4.5. Donc ce sera quelque chose de vraiment intéressant. Voilà, que vous dire d'autre, si ce n'est que moi j'ai passé un excellent moment en le lisant et que voilà, je conseille à tous les gens qui aiment Warhammer, vous pouvez y aller les yeux fermés, allez-y, très très bon volume, j'ai envie de dire comme souvent. Voilà, au revoir.